Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue, très heureux de vous retrouver pour cet événement. Les conditions sanitaires et les distances étant respectées, je vous propose de nous démasquer. Voilà, je m'appelle Frédéric Ferrer et j'ai le plaisir de vous accompagner sur cet événement qui va durer 60 minutes au cours desquelles on va se retrouver avec un baromètre qui est devenu maintenant le référent, ce deuxième baromètre de la formation et de l'emploi proposé par Centre Info. Merci d'avoir répondu à l'invitation de Patrice Guézou et toutes les équipes de Centre Info pour ce baromètre qui est organisé et déployé en partenariat avec l'Institut CSA. Alors, gros plan sur les principaux enseignements. Évidemment, on a 1 heure, il y aura des débats. Il y aura de l'interactivité avec vous qui allez pouvoir poser vos questions en direct via le chat. Je vous invite, si vous avez déjà des questions, des remarques à avancer, à le faire dès maintenant sur le chat. Et les enseignements, on partira, je vous le dirai dans quelques secondes, sur 4 grands angles. Je vais saluer nos experts qui sont avec nous. Elle est directrice du pôle Society de l'Institut CSA, c'est Julie Gaillot. Bonjour Julie, merci d'être avec nous. Bonjour Frédéric. Délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle au ministère du Travail, de l'Emploi et de l'Insertion, Bruno Lucas. Bonjour Bruno. Bonjour Frédéric. Merci d'être là également. Et puis notre hôte, directeur général de Centre Info, Patrice Guézou. Bonjour Patrice. Bonjour Frédéric. Voilà, vous allez, à partir de la présentation que fera Julie tout au long de ces 45 minutes, puisqu'on laissera 15 minutes pour les questions-réponses, c'est-à-dire pour vous qui nous regardez, pouvoir analyser, mettre en perspective et décrypter tout ce que Julie et l'Institut CSA mettront en avant. Patrice, je me tourne vers vous. Je voudrais qu'on fasse, avant d'entrer dans le vif du sujet, un bref retour sur cette séance et cette séquence qui est extraordinaire, ce que nous vivons depuis plus d'1 an. J'aimerais avoir votre analyse, votre décryptage, avec, on va le voir, plus que jamais, l'importance de ce baromètre comme un point de repère dans ce contexte on ne peut plus incertain. Oui, Frédéric, nous croisons en ce moment une période très difficile, hors du commun, qui nous sollicite à titre personnel de manière assez éprouvante et qui sollicite particulièrement également les acteurs de l'écosystème de l'emploi et de la formation professionnelle. Et je crois que ce baromètre, sans vouloir spoiler les résultats, rend hommage à l'action que cet écosystème, que je vais chercher à qualifier parce qu'il est connecté en ce moment. 1600 personnes se sont inscrites. Cet écosystème s'est mobilisé et je crois que les actifs, dans les réponses qu'ils ont formulées, évidemment pas dans toutes les réponses, mais dans un certain nombre d'entre elles, rend hommage à ce travail réalisé par cet écosystème. Alors oui, notre écosystème à la française, il est particulier, c'est une combinaison de compétences. Ça associe bien évidemment les pouvoirs publics, régionaux, nationaux, politiques, administratifs. Ça associe les opérateurs de l'emploi et de la formation, publics et privés, les opérateurs de l'apprentissage, publics et privés, bien évidemment, sont également partie prenante, les entreprises et leurs chambres consulaires, et puis la kyrielle d'indépendants, de consultants, de formateurs. C'est tout ce monde qui s'est mobilisé au cours de cette période à laquelle nous sommes confrontés. Et je crois qu'il était important qu'à l'occasion de ce baromètre, on cherche à nouveau à leur donner la parole et puis on puisse montrer finalement comment les actifs perçoivent l'action qu'ils ont et les uns et les autres ensemble, de manière collaborative, l'action qu'ils ont produite et les résultats auxquels ils sont parvenus. Et donc c'est la raison pour laquelle nous avons trouvé tout à fait à la fois légitime et utile de renouveler l'opération baromètre, d'avoir une deuxième édition, de donner la parole aux actifs pour faire en sorte que nous puissions à la fois collectivement, donc pas uniquement sur ce plateau, mais avec l'ensemble des participants, constater le chemin parcouru, identifier aussi peut-être des freins, des obstacles, et puis par là même se projeter sur les prochains mois et les prochaines années dans les métiers et dans les activités qui sont les nôtres. Voilà, c'est ça notre ambition ici avec cette deuxième édition du baromètre de la formation et de l'emploi. Voilà, on va évidemment déployer tous les grands angles de ce baromètre que va nous présenter Julie dans quelques secondes et vous réagirez évidemment, Patrice et vous Bruno, à ces résultats. On va y aller maintenant, place à ces résultats, analyse et décryptage avec nos experts, c'est maintenant.
Voilà les résultats de ce deuxième baromètre de la formation professionnelle 2021 par Centre Info et l'Institut CSA. Je vous propose 4 angles. Il y a 4 grands enseignements qui ressortent pour que vous ayez l'essentiel à la fin de cette heure que nous passons ensemble. 15h06, on est en direct. Contexte d'incertitude, ça c'est le premier point. Deuxième point, le regard sur la formation. Dieu sait que ça nous intéresse, le sentiment d'être informé ou pas, hein, parce que si on n'a pas le bon fléchage, si on ne sait pas, c'est plus compliqué. Et puis, quelle est aujourd'hui, ça c'est important, la réalité de la reconversion professionnelle, important aussi dans la période que nous vivons. Julie Gaillot, on va commencer par le premier grand thème, hein, qui est le contexte d'incertitude. Moi j'aimerais, au regard des résultats, qu'on ait une idée du regard, de la perception des actifs sur leur avenir professionnel et sur leur métier en lien avec cette crise, justement. Merci Frédéric. Effectivement, on voit que la crise a pu endommager la confiance que les actifs portent en leur avenir professionnel. Si on se projette un peu en arrière, on voit qu'ils étaient 75% à déclarer être confiants par rapport à leur avenir professionnel en février 2020, soit un an avant. Et aujourd'hui, ils sont 68% à déclarer être confiants pour leur avenir professionnel. Donc on voit qu'on a perdu 7 points en un an. Ouais. Malgré tout, la confiance demeure majoritaire, mais on voit quand même assez nettement qu'elle a été abîmée en quelque sorte par la crise. Il faut voir aussi qu'on n'est pas tous égaux par rapport à la confiance professionnelle. C'est un bien qui est quelque part inégalement partagé, avec des lignes de clivage qui peuvent être assez nettes, notamment en fonction de l'âge. On voit que les 25-34 ans sont nettement plus confiants par rapport à leur avenir professionnel que les 50-64, notamment en fonction du niveau de diplôme, avec des cadres beaucoup plus confiants que des ouvriers, et également en fonction de là où on habite, avec des habitants de villes isolées qui vont être beaucoup moins confiants que les métropolitains. C'est en phase avec tous les débats qu'on peut avoir sur la métropolisation de l'emploi. Oui, donc on voit qu'il y a des clivages qui sont renforcés, mis en exergue par cette crise, et une confiance qui a baissé. Quoi d'autre, Julie ? Bien, ce que vous voyez aussi à travers cette deuxième slide, c'est qu'aujourd'hui, on demande aux actifs en fait, d'être de plus en plus agiles. Ils sont 42% à déclarer en fait, que leur métier évolue très vite aujourd'hui, et c'est une augmentation de l'ordre de 9 points par rapport à la précédente mesure. De la même manière, ils sont aujourd'hui 48%, soit une augmentation de l'ordre de 6 points, à déclarer que dans 5 ans, ils feront probablement le même métier, mais très différemment. Donc on voit quand même assez clairement aujourd'hui qu'il y a une demande d'agilité accrue à l'égard des actifs, et que dans ce contexte d'agilité, l'acquisition de nouvelles compétences, elle est clé. Parfait. Autre point important dans cette étude, dans ce baromètre, Julie. Bien, dans ce contexte, vous l'avez vu, d'agilité, on observe aussi une forte mobilité, en tout cas un désir de mobilité de la part des actifs, puisqu'aujourd'hui, ils sont 49% à penser changer d'emploi. Ils envisagent un actif sur 2 envisage de changer d'emploi, et même pour un tiers d'entre eux, ils nous disent qu'ils envisagent de changer d'emploi dans les 2 ans à venir. Donc c'est quand même quelque chose d'assez précis et d'assez court-termiste. Hein. Donc il y a un vrai désir de mobilité et qu'on va retrouver de manière encore plus importante chez les femmes, chez les jeunes et chez les métropolitains. Bruno Lecam, Bruno, merci encore d'être avec nous, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. J'aimerais que vous réagissiez, Bruno, à ce que vient de nous présenter Julie. On voit qu'il y a une perte de confiance, on voit qu'il y a une prise de conscience que tout va plus vite, nécessité d'agilité. Voilà, par rapport à la mobilisation de l'État, qu'est-ce qu'on peut dire à ce niveau-là ? Alors déjà, je voudrais remercier Centre Info de cette seconde édition du baromètre. Je pense qu'il est extrêmement important pour l'ensemble des acteurs de l'écosystème des politiques de formation que Patrice Guézou a décrit tout à l'heure, d'avoir une vision un peu fine, telle qu'elle vient d'être présentée, de ce que sont finalement le ressenti de ceux qui sont finalement les bénéficiaires de ces politiques, donc les actifs en emploi ou d'ailleurs sans emploi, qui ont aussi des problématiques de compétences. Moi, je retiens 2 éléments de ce qui vient d'être présenté. Le premier, c'est qu'il y a en effet à court terme un repli de la confiance, mais qui reste à un niveau élevé dans leur avenir professionnel et finalement dans leur capacité à dérouler une trajectoire
trajectoire professionnelle. Donc je pense que c'est un élément qu'il faut prendre en compte, mais qui est très, très lié au contexte particulier de la crise très particulière que nous vivons. Il y a un second élément que Julie a décrit qui me paraît encore plus important parce que là il est durable et je pense que c'est un point extrêmement positif, c'est la conscience très forte qu'ont les actifs, la conviction même qu'ils ont que leurs métiers vont changer, qu'il ne s'agit pas dans le fond de suppression d'emplois sous l'effet de la transition numérique, de la transition écologique, mais bien au contraire il s'agit d'évolution, il s'agit de portefeuilles de compétences associés à ces métiers qui vont se transformer, ils ont une très forte conscience de ça et je pense que ça c'est un véritable acquis, c'est un élément de lucidité collective sur finalement et individuelle sur finalement ce que sont les leviers à actionner pour... Ça, c'est intéressant parce que ça a bougé quand même. Ça a bougé. Avant, on se disait soit je suis, soit je perds mon emploi. Alors que là, je vais pouvoir bouger et évoluer. Tout à fait. Dans le fond, il y a beaucoup de travaux qui ont été conduits sur les impacts de ces différentes transitions. Et là, on voit qu'ils sont de plus en plus partagés, que notre maturité collective est de plus en plus grande. Et ça, je pense que c'est très important. Et ce qui est mis en place par un certain nombre de mesures, de dispositifs de formation sur lesquels je pense on va revenir et sur lesquels un regard a été porté par les actifs et qui a été renforcé par les mesures de relance mises en place par le gouvernement avec le plan France Relance et qui vise dans le fond à traiter les sujets de court terme, les sujets de mutation de court terme, mais aussi à préparer l'avenir, à préparer la sortie de la crise, à préparer les actifs comme les entreprises, parce que les deux doivent être pensés ensemble à ces évolutions qui sont devant nous. Voilà, donc moi je salue ce deuxième évolution comme plutôt quelque chose sur laquelle on peut s'appuyer pour l'avenir. Intéressant aussi de voir que côté pouvoir public et vous, Bruno, avec vos équipes, considérez le temps court et le temps long aussi, et évidemment dans ces logiques de formation, d'évolution des compétences, on est aussi et beaucoup sur du temps long. Ça c'était le premier point, ce contexte d'incertitude que vous brossiez à l'instant, Julie. Deuxième grand enseignement pour vous qui nous regardez, pour que vous repartiez avec les takeaways essentiels, comme on dit en bon franglais, c'est le regard sur la formation. Quel regard portent les actifs sur la formation compte tenu de ce contexte d'incertitude? Et on a commencé à dérouler un peu la pelote. Quel rôle ils pensent jouer aussi, Julie, pour l'Institut CSA? On voit très clairement que la crise que nous sommes toujours en train de vivre par ailleurs, a profondément modifié le regard des actifs par rapport à la formation. Là, vous voyez sur ce graphe, ce sont des éléments d'image détaillés de la formation, avec, entre parenthèses, l'évolution par rapport à la précédente mesure qui avait été effectuée en janvier 2020. Et ce qui est très très net, c'est que le regard que les actifs portent sur la formation est en très très nette amélioration. Il y a une conscience accrue de son utilité. Regardez, aujourd'hui, par exemple, ils sont 88%, donc soit 9 actifs sur 10, à nous dire que la formation, c'est une nécessité pour conserver son employabilité. Donc là encore, prise de conscience, très voilà. forte. Et vous voyez que c'est une augmentation de l'ordre de 4 points. C'est pas négligeable, 4 points quand on est sur 1600 actifs. 4 points par rapport à la précédente mesure. Regardez encore, c'est une chance pour évoluer professionnellement. 89%, plus 2. C'est une manière de prendre de recul sur mon quotidien. 86%, plus 2. On voit que tous les scores sont en nette amélioration. C'est ce que disait un peu Bruno, c'est-à-dire qu'il y a une perte de confiance, mais en même temps, on se dit qu'on peut faire bouger les choses. Exactement. Et à l'inverse, regardez aussi la part de ceux qui nous disaient l'année dernière que la formation, c'était quelque chose d'inutile. Elle était déjà minoritaire, mais aujourd'hui, elle baisse encore de l'ordre de 9 points. On n'a plus que 27% des actifs interrogés qui déclarent que la formation, c'est quelque chose d'inutile. Donc on voit très clairement qu'ils ont un sentiment très net de son utilité dans ce contexte de crise. C'est une bonne nouvelle, Patrice. Voilà. C'est tout sauf gadget. Autre point, Julie, qui ressort. Donc vous avez ce sentiment d'utilité accrue. Et il y a un deuxième mouvement qui se passe en parallèle, c'est que les actifs aussi ont davantage conscience de leurs responsabilités individuelle dans ce processus. Aujourd'hui, 78% d'entre eux pensent que c'est à chacun d'être responsable de son parcours de formation professionnelle continue. Donc on est quasiment sur 8 sur 10. C'est un score qui est très 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 élevé. Et c'est une augmentation surtout de l'ordre de 14 points par rapport à l'année dernière. Donc vous voyez, c'est un score qui bondit. Et certainement parce que ces actifs aujourd'hui, ils ont davantage les clés en main pour être on leur a donné les clés. Puis il y a les signaux qui ont été envoyés par le gouvernement, tout ce qui a été mis en place avec Muriel Pénicaud et les équipes et qui a été poursuivi après. Donc ils ont les clés et ils savent que c'est à eux et à eux seuls, en fait, quasiment, que revient cette responsabilité de se former tout au long de sa vie.
Et regardez, quand on les interroge ici sur quels sont les acteurs en fait les plus importants, quels sont ceux qui ont un rôle à jouer dans la formation professionnelle continue, celui qui sort en premier, encore une fois, c'est moi. Ah oui. C'est moi, à 86%. Mais ça ne veut pas dire qu'ils sont seuls pour autant, parce que regardez la place des autres acteurs. 75% nous disent que les organismes de formation ont un rôle à jouer, 74% pour l'employeur, 65% pour le manager, etc. Donc c'est à moi, mais je suis entourée, mais je suis accompagnée. Ouais. Donc je deviens quelque part, avec mon bagage de formation, acteur, mais j'ai d'autres personnes qui m'accompagnent pour l'enrichir, ce bagage. Et j'ai les clés. Et j'ai les clés. On m'a donné les clés. Ouais, c'est ça. Et dans ce contexte, on reviendra sur l'appli, évidemment, la fameuse. Dans ce contexte, vous voyez par ailleurs qu'on est dans un contexte de forte mobilité, comme on l'a dit auparavant. D'ailleurs, on voit que les actifs, en fait, c'est pas juste, ils mettent leurs bonnes intentions en pratique, en quelque sorte, du moins en déclaratif, puisqu'ils sont 1 sur 2 à souhaiter suivre une formation dans les 12 prochains mois. Donc, vous voyez, c'est un taux qui est quand même important, surtout qu'il faut quand même rappeler qu'on est dans un contexte de crise qui interdit peut-être un peu temporairement les formations en présentiel. Donc ça a pu aussi faire baisser un petit peu ce taux. Et ce qui est intéressant aussi, c'est quand on regarde ces résultats dans le détail et qu'on voit que ce souhait de formation, par exemple, il est beaucoup plus présent chez les cadres à 53% que chez les ouvriers. C'est-à-dire ceux qui vont être le plus protégés des aléas de la vie économique, qui ont un taux d'employabilité qui est déjà assez élevé. Ce sont ceux qui sont le plus au fait et qui souhaitent davantage se former que les autres. Donc projet, on va même plus loin, une idée précise, quelque part aussi. Exactement, puisque chez ces 48% qui souhaitent poursuivre une formation professionnelle dans l'année, eh bien on voit que 62% ont déjà une idée assez précise de la formation qu'ils souhaitent suivre. Donc on voit que il y a un projet dont les contours se précisent assez nettement sur cette nouvelle année. Bruno Lucas, on voit qu'il y a une petite minorité d'actifs qui pensent que c'est d'abord au pouvoir public d'être responsable des parcours de formation professionnelle des actifs, mais à contrario, on l'a vu avec ce que présentait Julie Gaillot, ils se sentent vraiment eux-mêmes investis et acteurs. Quelle est votre analyse ? Il y a une bascule quand même là. Oui, je pense que c'est une deuxième très bonne nouvelle, c'est qu'on a vu tout à l'heure que dans le fond, les actifs ont une vision très claire de ce qui va se passer en matière d'évolution des emplois, des compétences, ils en ont une vision qui est presque apaisée. Et là, on voit qu'ils sont prêts à s'emparer eux-mêmes, finalement, de leur trajectoire pour se préparer à ces évolutions. Donc pour moi, c'est vraiment une très très bonne nouvelle. Je voudrais dire tout de suite en contrepoint que je pense que cette question des compétences, donc là on la voit à travers le point de vue des actifs, des individus, c'est un enjeu national, c'est un enjeu pour toute la société, c'est un enjeu pour l'État et pour les pouvoirs publics et c'est un enjeu pour les entreprises. Et qu'en réalité, la responsabilité sur ce sujet, elle est celle des actifs et c'est très bien que ça monte en puissance, elle est aussi celle des entreprises qui ont d'ailleurs aussi des responsabilités pour aider leurs salariés à être en capacité de continuer à occuper des emplois, avoir les compétences nécessaires. Et elle est aussi celle finalement de l'ensemble de la société, de faire en sorte que les entreprises disposent sur un terrain qui n'est pas individuel mais économique, des compétences dont elles ont besoin pour se développer au bénéfice de notre développement collectif. Donc c'est aussi un enjeu national. Mais je pense que le fait que dans l'ensemble des acteurs qui sont les parties prenantes de ce sujet, les actifs, les individus s'emparent du sujet, ce qui était d'ailleurs, et vous l'avez rappelé, un des enjeux de la loi du 5 septembre 2018 et singulièrement la mise en place du compte personnel de formation dans sa nouvelle version. Avec le mot personnel qui veut tout dire. C'était précisément d'opérer de renforcer cette prise de conscience. Elle est là et encore une fois, je crois qu'on peut s'appuyer sur cette évolution. Voilà. Je me tourne vers vous, Patrice. Alors on voit, les actifs prennent leur destin en main. On voit qu'ils sont conscients qu'ils sont accompagnés, en particulier par les organismes de formation. Réaction au vu de ces chiffres ? Oui, évidemment, comme nous tous, je suis très sensible au fait que les actifs s'emparent des dispositifs et indiquent aussi clairement, aussi nettement qu'ils se sentent en responsabilité de cette trajectoire professionnelle, de leur trajectoire de vie, de leur employabilité. C'est un geste de confiance qui à la fois évidemment est positif, mais qui exige également et qui nécessite de notre part, en tant qu'acteur du développement des compétences, des réponses appropriées. Oui, il y a une vraie responsabilité qui est renforcée. C'est une responsabilité et on peut aussi considérer que ça n'est pas le fruit du hasard que cette confiance soit croissante. Elle est aussi le résultat
de mon point de vue et du point de vue de Centrinfo en tant qu'observateur de la vie, on va dire, des acteurs du développement des compétences, d'un enrichissement considérable de l'offre et des solutions compétences qui sont proposées aux actifs. Je prendrai quelques exemples juste pour éclairer mon propos. Tout d'abord, les territoires. Les territoires, le CNFPT, auquel je souhaite rendre hommage ici, a mené un travail considérable autour des territoires apprenants. Eh bien, oui, les territoires se sont mis en situation d'identifier toutes les configurations susceptibles d'être des configurations apprenantes. Eh bien, c'est de la proximité et c'est donc susceptible de générer de la confiance. Évidemment, on ne peut, en ce moment, au regard de la configuration sanitaire, ne pas penser à toutes les plateformes numériques qui se sont développées, les offres qui se sont démultipliées en l'espace de quelques mois. Enfin, on a fait un bond, on va dire, à la fois d'activité et culturelle absolument gigantesque au travers de la période contrainte que nous venons de vivre. Et les initiatives du FOD en relation avec le Haut Commissariat, d'EdTech France ont permis de crédibiliser la promesse que, y compris par le canal des formations digitales, on était susceptible de se diplômer et d'acquérir des compétences, et ce, depuis son salon, pourrais-je dire. Et ça, c'est aussi quelque chose de nouveau. Troisième point sur lequel je souhaiterais insister, c'est que Bruno vient d'en parler, la responsabilité des DRH, des directions de formation, bref, des entreprises. On le sait, les uns et les autres se préoccupent de la gestion des parcours professionnels de leurs collaborateurs et vont même au-delà en essayant finalement de travailler dans des logiques d'expérience client. Alors, de leurs collaborateurs, oui, ce que le client interne, en fait, ont d'ores et déjà qualifié d'expérience apprenante, en disant finalement quelles sont les conditions, quels sont les environnements que l'on va pouvoir proposer à nos collaborateurs pour faire en sorte qu'ils se sentent en situation de confiance par rapport à un engagement formation. Et que leur envie potentielle se transforme en envie cinétique. Voilà, c'est porté par cet environnement. Ouais. Puis le dernier point, et Bruno y a insisté, et c'est évidemment un élément clé, c'est que peut-être de manière assez nouvelle, on s'est préoccupé de communiquer directement vis-à-vis des actifs et d'aller directement leur adresser des messages, notamment dans le cadre de la campagne intense qui a été conduite autour du compte personnel de formation. Et par là même, comme les résultats l'indiquent, ils ne sont pas dans une situation d'ignorance par rapport à ce dispositif. Et on verra évidemment qu'il y a encore des améliorations. Mais pour autant, donc un certain nombre de points, de critères qui clairement ont fait en sorte, je crois, que la confiance est au rendez-vous et que les actifs sont sensibles au fait que l'on crée des environnements qui sont propices à l'engagement en formation. Et je crois que ça, c'est une très belle nouvelle. Oui, on le voit, donc proximité géographique, les territoires, vous l'évoquiez Patrice, et puis aussi en digital aussi, c'est-à-dire que quelque part j'ai mon destin en main, à tous les sens du terme, entre mes doigts quelque part, et puis vous le disiez, personnalisation aussi par rapport aux envies, et du coup ça rassure et ça ouvre des perspectives pour les actifs. On a vu ce contexte d'incertitude, c'était le premier grand enseignement, on a vu ensuite le regard que portaient les actifs sur la formation. Vous qui nous suivez en direct, on est avec Julie Gaillot, Bruno Lucas et puis Patrice Guézou pour décortiquer ce deuxième baromètre de la formation professionnelle. Troisième angle, justement, Patrice, on en parlait à l'instant, le sentiment d'être informé ou pas. Parce que souvent, ce qui est dit, c'est « Ah ben, j'étais pas au courant, je ne savais pas ». Donc, vous ajoutez à ça une espèce d'autocensure et tout, et on voit que ça bouge. Julie, qu'a retenu l'Institut ? On a bien noté donc, la prise de conscience de la nécessité d'être acteur de sa propre formation, avec son bagage de formation. En termes de communication, comment ils sont nos actifs ? Est-ce qu'ils se sentent bien informés des opportunités offertes, des dispositifs proposés ? Ils sont comment ? Vous avez peut-être la réponse, vous qui nous suivez d'ailleurs. Alors Frédéric, en fait, malgré l'élan qu'on vient de voir à l'égard de la formation, on voit que le sentiment d'information, finalement, il évolue peu. Et
il reste malgré tout... Je vous sens un petit peu faisant la moue. Il reste mitigé, hein, ouais. C'est-à-dire vous avez 45% d'actifs qui se sentent bien informés versus 55% d'avis contraires. Et on voit que ça évolue de l'ordre de 2 points par rapport à l'année dernière, mais on est assez loin des bons qu'on vient de constater par ailleurs. Hein. Donc on a malgré tout ce sentiment d'information qui stagne un petit peu. Et ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment il se distribue dans les différentes catégories de population. Et là, on voit qu'il y a certaines catégories de population où ce sentiment d'information, en fait, il va vraiment être déficitaire. C'est notamment chez les fonctionnaires de la fonction publique hospitalière, hein, ou les fonctionnaires de la fonction publique d'État, où ils sont quasiment à chaque fois plus de 7 sur 10 à déclarer se sentir mal informés par rapport à la formation professionnelle continue. Donc il y a de vrais déficits, effectivement. J'aimerais qu'on parle du compte maintenant, parce que ça c'est important aussi. Alors oui, s'il est vrai qu'ils ne se sentent pas très bien informés finalement, on voit malgré tout que le compte personnel de formation, il continue de faire son chemin parmi les actifs, puisque 85% des actifs déclarent aujourd'hui connaître le CPF. C'est un taux qui est quand même très très élevé. Et surtout... En très peu de temps, la notoriété a cru, hein, de façon significative. Hein. Oui, parce que là, on n'a pas le chiffre d'il y a 3-4 ans, mais je suis sûre qu'il aurait été bien moindre. Ouais. D'ailleurs, regardez, nous, en matière de sondage, on aime bien regarder les extrémités d'une échelle d'adhésion, puisque c'est la part des personnes les plus souvent fermement convaincues. Ouais. Donc là, regardez bien la part en vert foncé. C'est les 63% d'actifs qui déclarent bien voir de quoi il s'agit quand on leur parle du compte personnel de formation, et ça a augmenté cette fois-ci de l'ordre de 6 points par rapport à il y a un an. 6 points de familiarité en plus par rapport à il y a un an. On voit que ce niveau de connaissance, non seulement il est élevé, mais en plus, il se solidifie. Ouais, donc du coup, on peut se dire que la connaissance crée l'appétence, hein, après. Hein, voilà. Certainement. Ouais. Mais cela étant, il y a quand même un petit bémol dans tout ça. Oui, vous m'envoyez désolé. Oiseau de mauvais augure, là, mais juste un temps. Même s'ils connaissent beaucoup mieux, même s'ils sont davantage familiers avec le CPF, on voit malgré tout qu'ils ne sont que 42% à connaître le montant de leurs droits de formation. Alors ça nous fait qu'une minorité, certes, mais c'est quand même un taux qui a bondi de l'ordre de 17 points par rapport à la précédente mesure qui a été effectuée il y a à peine un an. Donc ça reste minoritaire, ceux qui connaissent bien leurs droits, mais malgré tout, c'est en très très nette augmentation. Si on parlait des dispositifs aussi, hein, Julie. C'est vrai qu'on peut aussi aborder en fait la notoriété, le niveau de connaissance des actifs à l'égard de certains dispositifs. Et ce qu'on voit de manière assez nette, c'est que le niveau de connaissance, il va être assez bon sur les dispositifs qui vont être les plus anciens. C'est-à-dire l'apprentissage, 88% en ont déjà entendu parler, le bilan de compétences, 87%, la VAE, 80%. Donc vous voyez des dispositifs qui sont quand même installés depuis un certain temps. Hein, oui, ils sont bien ancrés dans l'esprit des actifs. Ouais. Vous en avez même à chaque fois plus de 6 sur 10 qui déclarent bien voir de quoi il s'agit. Donc c'est du solide. Cela étant, on voit qu'il y a quand même certains dispositifs qui ont une notoriété, un niveau de connaissance qui va être très très minoritaire. Je parle notamment de Pro A ou encore du dispositif Clé A qui va être connu, tout ça par moins d'un tiers des actifs. Donc on sent que là, il y a encore peut-être un peu de travail d'information ou de communication à faire vis-à-vis de ces 2 derniers dispositifs. Voilà, puis il y a aussi le fait que ce soit des nouveaux dispositifs aussi, donc il y a une pédagogie. Bruno Lucas, Bruno, on voit qu'il y a des dispositifs, c'est ce que disait Julie à l'instant, qui sont connus, d'autres moins connus. Quant au CPF, moi j'aimerais qu'on revienne sur le CPF. C'est un vrai succès, j'allais dire qui l'eût cru, parce que si on se met 3 ans en arrière, c'était pas gagné. Hein, oui. Nous, on était convaincus que ça allait fonctionner, mais c'est mieux quand ça se passe comme ça. Exactement, absolument. Ouais. C'est tout, et je pense que les chiffres que Julie vient de décrire sont tout à fait démonstratifs. Moi, ce que je retiens dans le fond, c'est qu'on a vu avec les éléments précédents qu'on a vous l'avez dit Frédéric, des actifs qui ont une vraie appétence pour la formation. Simplement, il faut leur donner un accès simple, maniable à ces dispositifs de formation. Le pari du CPF, c'est en effet non seulement de poser un principe de droit, qui est un point très important, mais c'est aussi de travailler très concrètement sur la manière dont on accède à ces droits. Sur le fait qu'on accède
accèdent sans intermédiaire à travers, vous l'avez rappelé, une application, donc téléchargée plus de 7 millions de fois par les actifs. C'est énorme, hein. Plus de 38 millions de visiteurs uniques sur le site. Donc finalement, de trouver les moyens très pratiques, très prosaïques, j'allais dire, d'accéder à ces droits. Et on voit que ça marche. On voit que du coup, les actifs, même si on n'est encore pas à la majorité, mais on n'en est plus très loin, ça fait partie, c'est finalement un dispositif qui devient un élément de leur vie quotidienne. Ce que je noterais aussi, c'est vrai que certains dispositifs plus récents ou qui ont évolué encore très récemment, je pense à la PROA, vont prendre progressivement leur place dans le paysage. Nous sommes confiants là-dessus. Je pense que ce qui est très important, c'est surtout que les actifs aient transformé l'essai en matière d'accès aux dispositifs de compétences au moins une fois. Ensuite, toute la panoplie qui est large et variée, Patrice le rappelait tout à l'heure, va pouvoir se déployer tout au long de leur vie professionnelle. Je voudrais citer quand même un dispositif qui est peut-être ancien, mais qui connaît une nouvelle jeunesse qui est l'apprentissage. Ouais. Donc la ministre du Travail, Madame Borne, a partagé vendredi dernier les chiffres de l'apprentissage et on voit qu'on est à près de 500 000 apprentis dans le secteur privé, ce qui est un chiffre tout à fait historique, et qui montre que ce dispositif, cette année, dans un contexte difficile, et puis avec l'appui des primes mises en place pour accompagner le recrutement des apprentis mineurs et majeurs, ont connu leur effet. Et surtout que la réforme du 5 septembre 2018, qui visait justement à donner un nouvel élan à l'apprentissage, elle trouve son effet, et comme l'a dit Patrice tout à l'heure, que l'ensemble des éléments de l'écosystème qui font fonctionner, qui font vivre ce dispositif, les entreprises, l'offre de formation qui s'élargit en la matière, les familles qui vont accompagner leurs jeunes dans ces parcours d'apprentissage, qui se trouvent une nouvelle image, que tout ça s'est installé. Voilà, je trouve que c'est aussi une très bonne nouvelle, et puis je pense que progressivement, le reste de la panoplie va trouver sa place. Ouais. Vous voyez qu'il y a une vraie bascule, hein, vous l'avez senti, vous qui êtes observateur et acteur depuis de nombreuses années. Hein. Absolument. Ouais. Patrice, moi j'aimerais qu'on revienne sur cet enjeu d'information qu'évoquait Julie. L'enjeu d'information des actifs, c'est clair, il est clé. Quelle est l'analyse de Centre Info sur ce sujet spécifique ? Alors, autant on ne pouvait que se féliciter des chiffres tels qu'ils se sont exprimés au travers du sondage sur la formation et le désir de formation, autant, soyons honnêtes, on ne peut pas se satisfaire de ces sentiments mitigés, on va l'appeler comme ça, des actifs à l'endroit de l'information sur les dispositifs et sur les droits, opportunités. C'est ça. Et je crois que là, on touche un sujet qui est un sujet particulièrement en relation aussi avec nos nouveaux usages. D'une certaine manière, le CPF et l'appli ont créé une forme de relation à la question de la compétence. Et pour l'heure, cette facilité d'accès pour les actifs à l'information sur les parcours professionnels, sur les opportunités professionnelles, mais pas en soi. Non pas en soi les dispositifs, en soi, on va dire, un éventuel observatoire de branche qui pourrait délivrer de grandes tendances ou de grandes trajectoires. Non, pour soi, c'est-à-dire là où je vis, là où j'exerce, là où j'ai envie de vivre, là où j'ai envie de me développer, dans les activités, dans les métiers qui sont les miens, les actifs demandent ce que finalement nous exigeons, nous, tous les jours, dorénavant, au quotidien, une information contextualisée, une information personnalisée, une information en lien avec leur statut. On n'a pas les mêmes logiques et on n'envisage pas l'avenir de la même manière, comme le rappelait Julie, selon l'âge, selon son statut. C'est intéressant ce que vous dites, c'est qu'on voit, quand on est actif, la même chose que ce que l'on vit en tant que citoyen. On a envie de vivre une expérience utilisateur, client en fait, et vous le dites très bien, c'est à ma main et personnalisé. Et cette information-là, aujourd'hui, mais c'est un consensus, les acteurs qui nous écoutent le savent, on n'est pas au rendez-vous. On n'est pas au rendez-vous de cette information documentée, articulée. On voit bien que, par exemple, des travaux du CEREC récemment publiés autour des observatoires prospectifs des métiers et des qualifications sont d'une très grande valeur. Oui, mais pour moi, quand je suis dans, on va dire, mon environnement ça veut dire, Patrick, il y a trop d'infos Alors, trop d'infos tue l'information, on le sait bien, mais l'information, elle mérite, et on voit bien là que c'est un sujet sensible, puisque c'est un sujet
très contemporain de gestion des data à la fois privées et publiques et d'articulation, d'interopérabilité de l'ensemble des données qui sont susceptibles de fabriquer en confiance une trajectoire professionnelle, une trajectoire de vie, une information documentée sur des évolutions possibles dans mon métier, au regard des transitions qu'on évoquait tout à l'heure, numériques, écologiques, démographiques, et aussi en fonction de mon appétence personnelle. Et cela, on pense aujourd'hui qu'il y a, on va dire, clairement un déficit. On doit certainement y travailler et ce ensemble. Nous, en tout cas, à Centrafo, on est prêt à contribuer à notre mesure. Mais c'est ce que vous faites déjà. Il y a une agilité aussi chez vous par rapport à la hiérarchisation de l'info. Pour tout cela, on va dire, il faut être plus fort d'une certaine façon, c'est-à-dire être plus nombreux. Et ambitieux, au sens, non pas en termes d'effectifs, mais en termes, on va dire, il y a une captation de données, par exemple, qui est une donnée qui est captée par les branches professionnelles, par les OPCO, par les CARIFOREF, par exemple, qu'il faut pouvoir non seulement agréger, mais ensuite qu'il faut pouvoir pédagogiser et valoriser. Mais ça, c'est votre rôle, Patrice. Vous êtes ensemblier. On est clairement, on va dire, sur une logique de pédagogisation et de facilitation, d'appropriation de l'information. Donc, je crois qu'on a devant nous un très beau chantier, une très belle mission de service public, je vais oser le mot, de service public de l'information sur les mobilités professionnelles. C'est devant nous, je pense qu'on a tout intérêt à s'en saisir. En tout cas, moi, c'est l'analyse que je fais des supports qui nous ont été transmis à l'instant. Et puis vous ne commencez pas maintenant, ça fait déjà de nombreux mois et de nombreuses années que vous êtes dans cette démarche d'agilité et d'être en phase justement avec les attentes. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions. On est dans un rendez-vous interactif, il est 15h36, on a jusqu'à 16h. Donc vous avez la substantifique moelle de ce baromètre proposé par Centrinfo avec l'Institut CSA. On a vu le contexte d'incertitude, on a vu le regard sur la formation, le sentiment d'être informé ou pas, c'était le troisième grand enseignement. Quatrième avec vous, Julie, et on a voulu insister sur ce point qui est en corollaire de tous les autres. Tout bouge très vite, je sais que mon métier va évoluer, je sais que les entreprises aussi vont avoir des besoins, des métiers qui n'existent pas encore. Bref, la réalité de la reconversion professionnelle, parce que ça n'est plus un mot négatif. Alors pour ceux et celles qui sont en reconversion, et qui sont disposés à se reconvertir, j'allais dire quelle est la motivation principale, est-ce qu'ils bénéficient d'un accompagnement, et puis d'abord, ils constatent justement cette évolution rapide des métiers et des compétences, mais est-ce qu'ils sont disposés, nos actifs, à se reconvertir, Julie Gaillot? Alors, Frédéric, en ces temps qui vont être un peu troublés et en ces temps... Je bois vos paroles tout en me désaltérant. Je vous écoute. Je vous en prie. En ces temps, en fait, de contexte d'incertitude, ce qu'on voit, c'est que la reconversion professionnelle, elle a plutôt la cote, en fait. Puisque si vous regardez ces chiffres qui ont été récoltés au mois de janvier 2021, donc c'est tout frais, en quelque sorte, on voit qu'il y a un actif sur deux qui prépare ou envisage de préparer une reconversion professionnelle. Donc c'est quand même un chiffre qui est très élevé et vous en avez même 20% qui sont actuellement en préparation d'une reconversion. Vous voyez, et ça va avec tout ce que je vous disais tout à l'heure sur la mobilité, l'agilité. Eh bien, ils mettent leurs paroles en acte. Il y a une mise en dynamique. Il y a une mise en dynamique. Pour 1 sur 2, cette reconversion professionnelle, c'est une réalité. Et ce que je trouve très intéressant d'ailleurs, c'est quand on regarde un peu le détail, on voit que c'est encore plus élevé chez les 25-34. Donc ce qui peut paraître quelque part un petit peu surprenant parce que c'est une tranche d'âge qui, grosso modo, vient d'entrer dans la vie professionnelle. On ne se projette pas forcément. Voilà, complètement, et plutôt en début de carrière qu'au milieu ou à la fin. Et finalement, ce sont ceux qui ont le plus d'appétence pour cette reconversion. Pourquoi ? Parce que ce sont des millennials. Et les millennials, aujourd'hui, ils sont, tous les RH, les DRH le disent, ils sont en quête de sens. Dans leur emploi, dans leur recherche d'emploi, dans leur vie professionnelle. Et si ça ne répond pas à cette quête de sens, ils changent. Et ils sont sur d'autres projets avec cette mobilité, cette fluidité des parcours. Et ce qui fait qu'ils sont encore plus importants à être dans ce projet de reconversion professionnelle, malgré le fait qu'ils soient en début de carrière. Ouais, je m'accomplirai ici ou ailleurs. Exactement. Alors du coup, il faut qu'il y ait un cap dans l'histoire.
Oui, effectivement, il faut qu'il y ait un cap et on les a interrogés sur, bon bah très bien, maintenant que vous m'avez dit ça, que vous étiez dans un projet de reconversion, pourquoi est-ce que vous êtes dans ce projet de reconversion? Et regardez, on a reclassé toutes les raisons en 4 grands pôles et le premier pôle qui émerge et qui va écraser en quelque sorte tous les autres, c'est je veux faire un métier plus proche de mes valeurs. On est vraiment dans la quête de sens pour 86% de ceux qui sont dans un projet de reconversion. Et qui ça va concerner au premier chef? Les cadres et les habitants de la région parisienne ou de l'Île-de-France. Voilà ce qu'eux, ils cherchent quand ils sont dans un projet de reconversion. Deuxième motif qui va être cité par les actifs sondés, mais vous voyez que c'est quand même à un moindre niveau, je souhaite améliorer mon employabilité, ma rémunération, qui représente à peu près 57% des raisons qui ont été citées. Intéressant, ça ne vient pas en tête, hein? Non. C'est d'abord les valeurs. Ah non, pas du tout, effectivement. C'est vraiment l'employabilité, la rémunération, c'est un motif secondaire. Mais il va être beaucoup plus important, par exemple, chez des ouvriers. Vous voyez, les cadres, Île-de-France, Sens, les ouvriers vont davantage être dans un projet de reconversion pour améliorer leur employabilité ou leur rémunération. Ouais, une vraie dichotomie. Voilà, on voit qu'on a des intérêts qui vont être très différents en fonction des différentes catégories de population. Troisième pôle de raison qui va être invoqué par les actifs, c'est une forme d'insatisfaction à l'égard de son emploi actuel, quelque chose qu'on retrouve de manière très classique, mais vous voyez que ce n'est pas le premier levier, loin s'en faut, le premier motif de reconversion professionnelle. Et il va concerner, par exemple, davantage de jeunes. Ça ne me convient pas, c'est pas en cohérence avec mes valeurs, hop, je change de braquet. Voilà, je bifurque en quelque sorte. Et enfin, dernier motif de reconversion, pour des raisons d'organisation personnelle. Et là, on voit que c'est un motif qui est plus minoritaire et qui va être davantage présent, notamment chez les femmes. Il risque peut-être d'augmenter celui-là, avec les problématiques de télétravail et de choses comme ça, et d'organisation du travail, porosité vie pro, vie perso, peut-être. Oui, effectivement. On verra ça dans le prochain baromètre. Avec Autre plaisir. point, Julie. Et là, vous voyez, c'est le détail en fait des résultats sur ces 4 grands pôles que je viens de vous présenter. Et vous voyez que vraiment les premières raisons qui vont être invoquées dans un projet de reconversion professionnelle, c'est je souhaite exercer un métier plus proche de mes passions, 25%, une nouvelle orientation à ma vie professionnelle, donner plus de sens à ma vie, 22%, être en cohérence avec mes valeurs, etc., etc. Donc on est vraiment là-dedans, on est vraiment dans la quête et la recherche de sens. Et on voit que la crise du coronavirus a pu agir un peu en quelque sorte comme un déclencheur. Ouais, ça exacerbe en fait. Oui, ça a exacerbé en fait cette recherche puisque on sait que les Français, pas que les actifs, tous les Français ont eu peur l'année dernière et encore cette année. Ils ont eu peur comme ils ont rarement eu peur depuis la Seconde Guerre mondiale. Ils ont eu peur pour eux, pour leurs proches, pour leur santé, pour leur emploi. Et du coup, ce sentiment en fait d'être mis en danger, d'être menacé en quelque sorte, eh bien, il leur a fait prendre conscience, c'est ce qu'ils nous disent dans les verbatims de cette enquête, que la vie est courte. Et que du coup, je n'ai pas envie de la passer dans un emploi qui ne m'épanouit pas personnellement. Réussir sa vie versus réussir dans la vie, hein. C'est un peu ce distinguo-là. Autre point, on parlait d'accompagnement, Julie, hein, c'est important aussi. Hein. Effectivement, on voit que la plupart des actifs qui sont engagés dans ces projets de reconversion professionnelle sont accompagnés. Pour 62% d'entre eux, donc c'est un chiffre qui est assez fort, hein, qui nous dit que voilà, ils ne sont pas perdus, ils ne sont pas seuls dans leur projet de reconversion. Pour ceux qu'ils sont toutefois, les 38% restants, eh bien, quand on leur demande voilà, pourquoi vous n'êtes pas accompagnés aujourd'hui, ils nous disent essentiellement c'est qu'ils ne savent pas à qui s'adresser. On revient à l'information. Exactement. Là, on voit qu'il y a peut-être un problème de fléchage, en fait, d'informations claires, d'interlocuteurs clairs, etc. Puisque en gros, c'est vraiment le premier motif en fait, de ceux qui ne sont pas accompagnés dans leur projet de reconversion. Ils ne savent pas vers qui se tourner. Ça fait réfléchir, ça. Effectivement. Et vous voyez que il y a une vraie attente, il y a un vrai besoin, puisque chez les personnes qui ne sont pas accompagnées dans ce projet de reconversion, eh bien 6 sur 10 souhaiteraient l'être. Donc il y a un vrai besoin qui, à l'heure actuelle, ne semble pas être comblé parce qu'il y a une vraie attente. Et quand on leur demande, vous souhaitez être accompagné sur quoi, ils nous disent essentiellement les possibilités de financement, les possibilités de formation et la possibilité en fait d'avoir un conseil personnalisé pour m'accompagner. Ça rejoint ce que disait Patrice tout à l'heure. On veut du concret qui nous concerne nous personnellement, puisque maintenant c'est à notre main. On en a bien pris conscience. N'oubliez pas que vous pouvez poser vos questions. On va arriver à la session
session de questions-réponses d'ici quelques secondes. C'est un privilège d'être avec le délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle. Merci Bruno Lucas d'être avec nous encore une fois. Bruno, réaction, le souhait de reconversion est de plus en plus important, on le voit. Comment l'État souhaite répondre à cette envie aujourd'hui et puis dans les mois et les années à venir? Alors, je pense que c'est important de se redire, et je pense que Julie l'a rappelé, qu'un des premiers éléments pour construire un projet de reconversion, c'est disposer d'un parcours de formation et d'un accès clair au financement de ce parcours de formation et puis de l'opportunité de s'engager dans ce parcours de formation. Ouais. Donc pour le gouvernement et les pouvoirs publics, le premier sujet quand cette crise est arrivée, ça a été de réagir rapidement. Et je voudrais le dire je pense que la notion d'écosystème qu'a rappelé Patrice est très importante, avec l'ensemble de l'écosystème, et je voudrais saluer l'effort qui a été fait par l'offre de formation, par les centres de formation des apprentis, en partenariat avec le ministère du Travail, pour réussir à garantir la poursuite des parcours pédagogiques des apprentis, des demandeurs d'emploi en formation, des salariés en formation. Parce qu'il y avait un risque d'interruption. Il y avait un risque d'interruption et je crois qu'il y a un effort très important qui a été fait, notamment en recourant à la formation à distance. Et je pense qu'on a tous collectivement, et je voudrais vraiment saluer l'effort qui a été fait par l'ensemble des acteurs pour réussir à finalement ne pas être dans un stop brutal. Ça, et le gouvernement a essayé également d'accompagner et d'être présent dans cette situation en mobilisant un dispositif qui s'appelle le FNE Formation et qui a permis de profiter de ce moment particulier qui était imprévu pour beaucoup de nos concitoyens, pour beaucoup de salariés du passage en activité partielle, donc d'un temps finalement qui devenait disponible pour finalement faciliter l'accès à la formation pendant cette période. C'est près de 300 millions d'euros qui ont été dépensés en 2020 de cette manière et qui ont permis aux actifs de profiter de ce moment pour se préparer au rebond. En 2021, on passe à une autre phase, dans le cadre du plan de relance, où on vise dans le fond non seulement à renforcer les moyens disponibles pour accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi en la matière. Je rappelle que le plan de relance prévoit la mobilisation de près d'1 milliard d'euros au titre de ce FNE Formation. Il faut se rappeler qu'en 2019, ça représentait 80 millions d'euros, donc un effort très important. On parlait tout à l'heure du dispositif PROA qui va prendre progressivement sa place. C'est près de 270 millions d'euros supplémentaires qui vont être mis en complément des moyens de France Compétences, 100 millions d'euros sur les projets de transition professionnelle mis en place au niveau territorial pour finalement la mobilité, pour le coup la reconversion professionnelle. Donc il y a des moyens importants qui sont mis en place par le gouvernement. Et il y a également une volonté qui s'est traduite par une première signature avec l'opérateur de compétences de l'industrie, entre la ministre du Travail, Mme Borne, et l'opérateur de compétences de l'industrie, pour mettre en place, après cette première réponse finalement immédiate, des parcours de formation qui soient plus finalement en réponse aux enjeux de mutation économique, d'évolution. Et aux besoins des entreprises. Et aux besoins des entreprises et aussi des opportunités pour les salariés. Et donc, progressivement, on va mettre en place ces parcours de formation qui répondront en partie, en tout cas, parce que la reconversion, ça peut être aussi dans l'entreprise, ça peut être aussi changer de métier dans l'entreprise. Ça peut être intersectoriel aussi. Ça peut être intersectoriel. Voilà, je pense que donc il y a une dynamique qui est enclenchée et je pense que ces moyens importants qui ont été mis en place vont aider à amorcer, je pense, et je l'espère, pour de nombreux salariés, de nombreux actifs, ces problématiques de reconversion. Intéressant de voir qu'on met en phase les attentes et les besoins des entreprises avec justement les besoins des territoires et puis aussi les envies des actifs. Hein. Ça, c'est un point clé. C'est un point clé. Je pense qu'il ne faut pas avoir une vision mécanique, adéquationniste de la manière dont les choses se passent. Ouais. Les choses, elles se passent toujours de manière située, dans des trajectoires individuelles et dans des territoires avec des situations d'entreprise qui recrutent ou qui décrutent. Et donc, c'est bien la réussite de ces problématiques de reconversion professionnelle, elle passera bien territoire par territoire par des rapprochements entre les opérateurs, les entreprises et les individus. Et un autre point que j'ai noté dans ce que vous disiez, Bruno, c'est qu'on est vraiment dans une démarche et une approche verre à moitié plein. Hein. On est en activité partielle. Profitons-en, saisissons l'opportunité pour voir le coup d'après. Hein. Pour voir le coup d'après, et même, et c'est la logique du dispositif d'activité partielle de longue durée qui est mis en place pour accompagner des entreprises qui sont en phase de transformation pour préparer un rebond qui peut être je pense à l'aéronautique, mais je pense à beaucoup de secteurs de l'industrie ou d'autres secteurs d'activité. Donc c'est d'utiliser ce moment à titre individuel pour rebondir, mais aussi pour l'entreprise dans une logique de gestion de l'emploi et des compétences pour préparer plus collectivement ses salariés à ce rebond et donc faire de ce moment un peu particulier un moment qui est aussi fécond et utile pour l'avenir. Oui, une GPEC dynamique, quelque Absolument. part. Voilà. Patrice, on parle de cette reconversion. Vous n'avez pas choisi cet enjeu par hasard, hein? Non, soyons honnêtes. On va dire, on voulait à la fois évidemment coller à l'actualité, mais on voulait aussi
faire preuve de conviction au travers de ce questionnement. Alors, l'actualité, on va dire Bruno et Julie ont eu l'occasion de le rappeler, évidemment un contexte particulièrement sensible où on peut imaginer qu'un certain nombre de conversions ou reconversions soient liées à des contraintes économiques, liées à des ruptures au sein d'entreprises, de cessation d'activité. Moi, je note malgré tout, et Julie nous avait tout de suite alerté sur ce sujet, le fait que ça n'est pas incompatible, c'est-à-dire que ça n'est pas adaptatif strictement, ce désir de reconversion. C'est aussi dans une logique où le système de valeurs est presque plus qu'auparavant encore mobilisé et mis en avant. J'avoue que j'étais un peu surpris parce que je me disais, on va essayer d'abord de sécuriser peut-être la situation parce que, par exemple, on peut perdre son emploi et les valeurs peut-être n'étant peut-être pas la première des dimensions. Bon, ben là, en l'occurrence, on voit qu'il est très puissamment, on va dire, mis en exergue. Évidemment, il y a toujours des biais de profil, etc. Mais il n'empêche qu'il est très puissamment mis en exergue. Et c'est intéressant de voir que l'un est compatible avec l'autre. Donc, effectivement, nous voulions mettre l'accent sur une question majeure dans le contexte particulier et spécifique économique et social. Mais le deuxième sujet, et j'ai presque envie de dire la motivation première de ce thème dans le baromètre, c'est la conviction qui est la nôtre que on est passé de la logique de la formation tout au long de la vie, dont on a vu qu'elle reprenait presque de la vigueur au travers des résultats. On doit intégrer ce que on va dire que le concept n'est pas encore labellisé, à l'accompagnement tout au long de la vie. Et c'est un des enjeux, je crois, sur lesquels on voulait peut-être aussi mettre l'accent, c'est qu'il y a nécessité, soit par opportunité, soit dans un contexte subi, soit par désir d'évolution, eh bien d'avoir la possibilité de recourir de manière régulière à une forme d'accompagnement qui permet d'envisager une trajectoire de carrière. Ceci peut s'envisager dans les entreprises. Elles n'ont pas toutes, hélas, on va dire, la configuration qui leur permet d'avoir des services RH gestionnaires de carrière, mais ça peut s'envisager aussi dans un dispositif dont on a vu qu'il n'était pas si connu que cela et qui donc va devoir, de notre part, on va dire, faire l'objet d'une plus forte et plus intense communication, qui est le CEP, le Conseil en évolution professionnelle. Il est indiqué comme étant pas si connu que cela. Il était, on va dire, ce conseil, c'est celui qui accompagne. Et donc, on voit bien qu'on a communiqué sur le CPF, et là-dessus, je crois que les résultats sont parlants et on peut se féliciter. Eh bien, on a un effort à produire autour du CEP pour que les salariés, les actifs, les demandeurs d'emploi se disent oui, d'une certaine manière, j'ai un interlocuteur repère avec lequel je vais pouvoir régulièrement envisager de manière positive, sereine, y compris de manière anticipée, c'est-à-dire pas uniquement au moment où ça se passe mal, mon évolution professionnelle. Et ça, c'est un des enjeux, je crois, sur lesquels on voulait aussi mettre l'accent. Et le sondage, d'une certaine manière, nous a plutôt donné raison. Hein. Oui, c'est un peu, surtout dans cette période agitée, c'est un peu le phare dans la tempête quand je veux me projeter. Transco, peut-être, on peut en parler, Patrice, ou on va en parler avec Bruno dans quelques secondes. Quelle heure est-il? 15h52. Je sais que les questions ont commencé à arriver. Je vous propose de prendre vos questions et puis nos experts sont là pour y répondre juste après ça. À tout de suite. C'est vous qui touchez.
On est à nouveau avec vous en direct pour décrypter et tirer les enseignements de ce deuxième baromètre en compagnie de Bruno Lucal, délégué général à l'emploi et à la formation professionnelle, Patrice Guézou qui est directeur général de Centre Info et Julie Gaillot qui est la patronne de ce sondage à travers l'institut qu'elle représente, qui est l'institut CSA. On a des questions qui sont arrivées, ce sont les vôtres, elles sont là sur la tablette. D'abord, une petite question sur l'échantillonnage, Julie, qui est posée. Effectivement, je vais vous remettre la slide dans ce cas-là. Ouais. C'est sur l'échantillon en fait, qu'on a interrogé pour réaliser cette enquête. Ouais. C'est un échantillon qui est assez large, hein, c'est-à-dire qu'on a interrogé 1626 actifs français âgés de 18 ans et plus. Et c'est un échantillon qui est représentatif de la population des actifs sur certains critères, le sexe, l'âge, le statut en emploi, la catégorie socio-professionnelle, la région et la catégorie d'agglomération. Et ce sont des actifs en emploi ou des chômeurs qui ont déjà travaillé. Donc voilà, c'est-à-dire qu'avec ces 1600 actifs, en fait, on reproduit l'ensemble de la population des actifs âgés de 18 ans et plus, puisqu'on est sur un échantillon qui est représentatif des actifs en emploi ou des chômeurs ayant déjà travaillé. Parfait, voilà qui est clair. Autre question, elle est pour vous, Bruno. Hein. Les grandes lignes de ce dispositif, je crois que c'était le 15 janvier qu'il a été lancé, ce dispositif. Hein. Transition collective, Transco, alors Quesaco, j'allais dire. Transco, je pense, je suis très heureux de pouvoir en parler. Ouais. C'est un dispositif qui déjà, je pense, a une caractéristique, c'est que c'est un dispositif qui a été co-construit entre les partenaires sociaux de manière unanime et le ministère du Travail, le gouvernement. Donc c'est un dispositif qui fait vraiment l'objet d'un consensus avec donc les partenaires sociaux et l'État qui se sont réunis autour d'un enjeu, c'est d'être capable d'accompagner des entreprises qui veulent se préparer à des mutations économiques, on en a parlé tout au long de cet échange, et d'offrir à leurs salariés, sur la base du volontariat, des reconversions sécurisées, certifiantes, vers des emplois présents dans d'autres entreprises du territoire et qui sont des opportunités finalement de sécurisation de leur parcours professionnel. Donc ça, je pense que c'est très important, c'est de se dire que tout le monde s'est réuni autour de cet enjeu et que donc ce dispositif, il a été élaboré de manière vraiment partagée. La deuxième caractéristique de ce dispositif, c'est qu'il est original dans la mesure où il a une dimension collective, entreprise, et une dimension individuelle. Donc ça rejoint les envies et les besoins. Absolument. Et donc là, on est bien dans l'équilibre, on cherche bien que tout le monde est en train d'essayer de trouver entre les aspirations individuelles et puis les enjeux d'entreprise, les enjeux collectifs. Et donc cette dimension collective, elle se traduit par un travail dans l'entreprise, par la conclusion d'un accord GEPP, gestion des parcours professionnels, ou de type GEPP pour les entreprises de moins de 300 salariés, pour identifier les métiers sensibles pour lesquels, à moyen terme, il peut y avoir des évolutions nécessaires. Et ensuite, il y a une approche individuelle qui est celle du salarié qui, à travers la mobilisation du CEP, on en parlait tout à l'heure, la mobilisation des associations de transition pro, va pouvoir bénéficier d'un parcours certifiant qui peut aller jusqu'à 24 mois, vers un emploi repéré avec des listes d'emplois qui seront concertées sur les territoires dans une entreprise du territoire. Donc là, on rejoint un peu l'échange d'ailleurs qu'on avait tout à l'heure sur le fait que la reconversion, ça ne se conçoit que situé dans des territoires et que ce sont donc bien les acteurs des territoires, les entreprises qui évoluent, les entreprises qui ont des besoins de recrutement. Il y en a encore beaucoup dans notre pays aujourd'hui, je pense que c'est important de se le dire, et avec des opérateurs, des acteurs qui vont les accompagner, les OPCO, les transitions pro, les CEP. Et enfin, pour accompagner tout ça, nous avons lancé un appel à manifestation d'intérêt qui a permis d'identifier un certain nombre de plateformes composées d'un certain nombre d'acteurs de toute nature, des organisations professionnelles, des entreprises, des organismes de formation, pour, dans le fond, accélérer la mise en place de ce dispositif, mais aussi plus largement travailler sur les territoires à la manière dont on peut construire des parcours sécurisés pour les salariés, les demandeurs d'emploi, les actifs qui sont en demande de reconversion. Voilà, donc je pense que c'est réellement quelque chose d'original qui se met en place et qui, je pense, répond vraiment très bien aux enjeux individuels de personnes qui ont envie et besoin de se reconvertir et aux enjeux de nos territoires et de nos entreprises. J'ai bien noté aussi le côté cadre sécurisé qui est important, surtout par les temps qui courent. Absolument. Oui, l'idée est bien que ça s'opère sur la base finalement d'un double volontariat, l'entreprise qui propose aux salariés et le salarié qui accepte de s'engager avec la possibilité de revenir dans l'entreprise si jamais au terme du parcours l'emploi ne se concrétise pas. Donc l'objectif est vraiment que tout le monde s'y retrouve. Ouais, et une manière de franchir le
pas aussi, hein, de passer à l'acte, comme Absolument. on dit. Il y a une autre question qui est pour vous, Patrice. On a affirmé que les évolutions professionnelles et leur accompagnement sont clés. Hein, c'est ce qu'on voit depuis le début de cette émission consacrée à ce baromètre. Comment est-ce que vous envisagez dans l'avenir d'être encore plus dans l'accompagnement, ces centres info? Bien, merci pour cette question. C'est sans filtre, hein, voilà. Alors, tout d'abord, c'est un sujet dont on débat avec le conseil d'administration et le conseil d'administration, en décembre, a eu l'occasion, donc un conseil qui est quadripartite, État, région, partenaires sociaux, personnalités qualifiées, a eu l'occasion de pointer d'ores et déjà ce sujet comme étant un sujet clé sur lequel il était opportun que Centrinfo travaille, se préoccupe et soit, on va dire, en contribution. Il a aussi posé un principe, et je crois qu'il est toujours utile de le rappeler, parce que parfois on a tendance à vouloir réinventer la poudre ou le fil à couper le beurre, que ça ne pourrait se faire que de manière partenariale et dans des logiques d'articulation, de coordination et de coopération avec d'autres acteurs. Et donc c'est un sujet sur lequel nous œuvrons en ce moment, en sollicitant les grands acteurs donc du champ de l'évolution professionnelle pour voir effectivement quelles sont les solutions et les propositions que nous pourrions proposer aux actifs parce qu'ils le demandent et comme on a pu le voir, je crois que cette demande est tout à fait légitime. Il y a d'ailleurs une question qui arrive hein, parmi celles que vous nous posez. Hein. Je prends évidemment, et on les sélectionne avec toutes les équipes de Centrinfo, celles qui représentent les thématiques les plus abordées, les plus likées. On va dire, le constat est toujours le même, la formation n'est connue et utilisée que par les plus informés et les mieux formés. Que faire pour celles et ceux qui en ont le plus besoin, IE, les moins qualifiés? Qui veut... Bruno, je pense que la notion d'écosystème auquel on revient une nouvelle fois, évoquée par Patrice, est vraiment importante. Je pense que c'est aussi ce qu'on disait tout à l'heure sur le fait que les individus s'emparent de leur trajectoire, mais c'est bien l'ensemble des acteurs qui doivent accompagner ce mouvement. Moi, je pense que c'est un sujet d'entreprise, c'est un sujet pour les DRH, Patrice en parlait tout à l'heure, mais pour le management des entreprises. Je pense que c'est un sujet aussi pour les opérateurs qui ont été mis en place par la loi du 5 septembre. Je pense aux conseillers en évolution professionnelle, je pense aux intermédiaires sur le marché du travail. Et c'est enfin probablement aussi un rôle pour, j'allais dire, l'ensemble des acteurs qui informent sur la formation, Centrinfo au premier chef. Patrice, un complément par rapport à ce que dit Bruno. On doit tout faire pour entretenir le goût de la mobilité professionnelle et de l'employabilité. Et je crois que c'est une responsabilité que d'apporter des solutions de proximité, non pas pour chercher à définir a priori ce qui est bien pour autrui, mais de lui donner l'ensemble des dimensions, des ressources précisément, susceptibles d'être mobilisées en regard de la situation qui est la sienne. C'est un peu un inversement, on va dire, de la pyramide. Ouais. On essaye de travailler plutôt dans une logique de mise à disposition de ressources plutôt que de chercher à vouloir tracer des lignes comme dans une économie planifiée. Nous ne sommes pas dans une économie planifiée, nous ne sommes plus dans un écosystème ou dans un environnement économique où il est possible de prévoir à tout coup ce qui va se produire dans les 5-10 prochaines années. Par contre, on sait de quel capital, à la fois de représentation des emplois d'un côté et de compétences de l'autre, les salariés peuvent avoir, ou les actifs peuvent avoir besoin, et c'est à nous de leur apporter toutes ces ressources. Question qui est pour vous, hein, Julie, déjà, est-ce que vous avez été surprise par les résultats de ce baromètre? Et autre question, sur les 1600 actifs interrogés, sont-ils uniquement en région parisienne? Hein, on a la réponse dans la question. Voilà. Hein. Oui, j'ai été surprise par les résultats de cette enquête. Ouais. Ce qui m'a le plus surpris, je pense, et ça fait écho aux propos de Patrick, c'est cette... agilité des actifs, cette mobilité, ces envies. C'est-à-dire qu'on a une crise, on est en train de traverser une crise majeure, et sur le plan économique, social et sanitaire, et on pourrait s'attendre en fait à un mouvement de repli sur soi, de repli sur ses acquis, de repli sur son emploi, de repli sur son entreprise. Je me recroqueville sur ce que j'ai déjà et j'ai peur. J'ai peur de m'ouvrir, j'ai peur de l'avenir. Pas du tout.
on est sur une crise qui agit en fait en ouverture, en épanouissement, en envie, et qui donne de l'allant aux actifs et l'envie de se réaliser, et l'envie de se reconvertir, et l'envie de se former. Alors bien sûr, c'est aussi guidé par un peu un sentiment de menace qui peut peser sur leur emploi ou sur la viabilité de leur entreprise. Oui, mais on pourrait se dire aussi, tout est perdu, je ne bouge pas et je me recroqueville. Mais non, c'est pas le cas. Du tout. Ouais. On voit que ça leur donne envie d'autre chose. C'est une crise ouverture et pas une crise fermeture. Voilà ce qui m'a marqué. Et d'ailleurs, je me permets aussi de digresser un petit peu parce qu'on a beaucoup parlé du monde d'après. Il y a quelques mois, on parlait du monde d'après partout, etc., etc. Et moi, je suis profondément convaincue que s'il y a un monde d'après, c'est le monde d'après de l'emploi, de l'entreprise et de la vie professionnelle. Et que s'il y a bien un secteur qui a été profondément impacté par cette crise, c'est celui-là, de la vie professionnelle, par le télétravail, par des envies d'horizontalité dans les rapports en entreprise et plus de verticalité, par les envies d'autonomie, du mode projet, d'équilibre, vie pro, vie perso, et les envies de sens, de formation et de reconversion en font partie. Voilà ce qui me marque profondément dans la société dans laquelle on vit et ce marché de l'emploi. Et pour répondre à la dernière question, non, nous n'avons pas interrogé que des Parisiens qui ont envie de partir en province pour aller se reconvertir. Voilà. Non, on est bien sur un échantillon représentatif, à la fois en termes de catégories d'agglomération, dans les villes de rurales et dans les grandes métropoles, et de régions. En fait, on est allé partout en France. Très bien. Question pour Bruno Lucas. Bonjour Monsieur Lucas. Comment inciter les entreprises à abonder les comptes CPF? C'est une première question. Quel usage est fait du FNE? Niveau de consommation des fonds ou pourcentage? Merci. Alors, sur le premier sujet, la loi prévoit la possibilité pour les entreprises d'abonder en effet le CPF de leurs salariés. Il y a plusieurs modalités. Ça peut passer par accord d'entreprise, ça peut être des démarches qui sont plus individuelles. Et surtout, depuis la fin de l'année dernière, la Caisse des dépôts, donc, qui est l'opérateur du compte personnel de formation, a mis en place un dispositif concret. Là, on est toujours ramené au dispositif concret qui facilite les choses, qui permet aux entreprises d'abonder de manière automatique sur des métiers précis les comptes de leurs salariés. Et donc, il y a un certain nombre d'entreprises qui sont déjà emparées de ces possibilités. Je ne doute pas que ça va continuer à se dérouler et que finalement, on retrouve là aussi une forme d'équilibre entre toujours l'aspiration individuelle, la mobilisation de ses droits individuels et de manière partagée avec une entreprise, finalement une logique de co-investissement, pour reprendre un vieux mot de la formation professionnelle, une logique d'intérêt partagé, de gagnant-gagnant qui se traduit par ces abondements entreprises. Donc c'est prévu, c'est possible et je ne doute pas que ça va pouvoir se développer. FNE. Sur le FNE, comme je l'ai indiqué tout à l'heure, donc il y a 1 milliard d'euros. L'année dernière, il y a près de 300 millions d'euros qui ont été engagés. Donc, et cette année, donc, il y a un effort encore important qui va être réalisé, je le redis, mais qui va se dérouler dans des circonstances un petit peu différentes, puisqu'il va se dérouler avec l'appui des conseillers des opérateurs de compétences, donc avec des logiques de branches, des logiques de métiers identifiées par les branches, par les opérateurs de compétences, et dans le cadre de conventions qui vont être conclues avec ces opérateurs de compétences pour que sur l'ensemble des territoires, ils puissent proposer des parcours de formation à leurs salariés, mais qui partent vraiment des besoins identifiés finalement par les branches en termes d'évolution des métiers. Je pense qu'il faut vraiment insister sur le fait que tout ce dont on a parlé sur l'évolution des métiers, des emplois et des compétences, les mieux placés pour identifier ce qui se passe concrètement en termes d'évolution et de trajectoire, ce sont les partenaires sociaux, ce sont les organisations professionnelles, ce sont les organisations de salariés, et nous, on compte vraiment s'appuyer sur ce partenariat pour déployer le FNE en 2021. Autre question, le temps passe, il va falloir qu'on se quitte. Évidemment, il y a des thématiques que vous abordez dans vos questions qu'on ne pourra pas traiter, mais évidemment, ça donnera du grain à moudre aux équipes de Centre Info, évidemment, pour vous proposer des webinaires, des dossiers et des livres blancs. Quid de la micro-certification des compétences dans la reconnaissance des qualifications et des compétences via France Compétences? Alors, la micro-certification des compétences, c'est un chantier en devenir, c'est un chantier de réflexion et qui fait l'objet d'ailleurs de discussions entre les différents acteurs sur les définitions. Ce que fait France Compétences, qui est très important, c'est de travailler sur les certifications et aussi, puisque c'est une obligation maintenant, sur le découpage de ces certifications en blocs de compétences. Les micro-compétences, c'est le coup d'après, et je pense que, et c'est l'intérêt d'ailleurs de la formation professionnelle, c'est qu'on a de nombreux et riches chantiers devant nous
pour continuer à finalement enrichir la panoplie. Et puis demain, on aura du coup l'enjeu de bien partager cette panoplie avec l'ensemble des actifs. Allez, dernière question. Il y a toujours une question à se poser. Je souhaite me reconvertir, mais les entreprises nouvelles à qui je vais m'adresser pour trouver du travail sont-elles ouvertes à cette reconversion? Les cabinets de recrutement qui bien souvent ne recrutent que des clones, ne sont-ils pas un frein à la reconversion? Patrice. Oui, alors bon, cette attaque, on va dire, à l'endroit des cabinets de recrutement, on la connaît, elle est assez traditionnelle. Je crois que, on va dire, les pratiques de recrutement ont beaucoup évolué. Des pratiques, y compris d'ailleurs en lien avec des dispositifs qu'on connaît, d'évaluation en situation de travail, d'appréciation des profils de compétences, non pas simplement sur la base, on va dire, des diplômes obtenus ou des expériences, mais aussi de capacité à identifier les compétences transversales, et on sait combien elles sont importantes dans l'exercice. Notre baromètre de l'an dernier, c'était les soft skills. Et bien précisément, les soft skills, elles jouent aussi un jeu très important aujourd'hui dans la valorisation d'un profil. Donc je crois que évidemment, ça peut encore se produire aujourd'hui qu'on ne soit que dans la reproduction et dans le recrutement de clones, mais j'ai vraiment le sentiment que les cabinets progressent, évoluent et que les actifs ont aussi un capital à valoriser qui leur permet d'envisager positivement leur devenir professionnel. Voilà, je vais laisser le mot de la fin à Patrice Guézou. Je voudrais vous remercier infiniment, vous trois, Julie Gaillot, Bruno Lucas et Patrice Guézou. Je vous précise que vous pouvez télécharger avec l'onglet téléchargement les résultats complets du baromètre, un kit de communication pour partager ensuite ces résultats. Mot de la fin avec vous, Patrice, avec des perspectives aussi, parce que c'était une émission riche, ce baromètre était vraiment pertinent et important. Ça souligne le rôle de Centre Info face à ces enjeux aujourd'hui et puis demain. Merci Frédéric, merci Bruno, merci Julie pour votre participation et puis pour d'avoir répondu et partagé avec l'ensemble des webinautes, je crois qu'on les appelle comme ça, Frédéric, vous qui en êtes familier, eh bien, les résultats de ce baromètre, nous le considérons véritablement comme étant un outil au service des acteurs de la formation professionnelle et de l'emploi et considérons cela comme une responsabilité pour Centre Info, à la fois d'éclairer sur ce que disent les actifs et par là même de diagnostiquer ce qui est encore nécessaire de produire, de faire, d'engager en relation avec tous les acteurs comme on les a envisagés tout à l'heure, que ce soit les opérateurs ou les décideurs pour embrasser, on va dire, l'ensemble de l'écosystème. Donc un baromètre qu'on avait vraiment à cœur à la fois d'une nouvelle fois proposer à l'ensemble des acteurs de la formation et dont nous aspirons véritablement à ce qu'il soit utile et exploité par nos interlocuteurs et par les différents professionnels de notre domaine. Alors évidemment, on aimerait bien se réunir à nouveau dans le cadre d'un prochain webinaire, mais ce n'est pas encore possible. Donc je peux en fait annoncer, non pas on va dire un séminaire, pardon, mais un webinaire. Et bien Bruno évoquait tout à l'heure le sujet du FNE formation. Eh bien la semaine prochaine, nous avons un webinaire et je sais qu'il y a déjà aux alentours de 1500 inscrits à ce webinaire. Continuez à mettre ça sur vos tablettes. Hein. Voilà. Sur le FNE formation. Et puis, la semaine d'après, nous avons un webinaire consacré au bilan pédagogique et financier, qui est une des obligations de nos opérateurs de formation. Et là, en l'occurrence, avec l'appui des fiches pratiques qui sont éditées par Centre Info. Et puis, il y a un dernier point sur lequel on a reçu beaucoup de messages d'ores et déjà. Et on est évidemment, tout comme nos interlocuteurs, en impatience de pouvoir d'ores et déjà révéler la date et le lieu. Mais on va dire quelques mesures de prudence s'imposent. C'est évidemment la préparation de l'université d'hiver de la formation professionnelle 2022. Ouais. Alors, pour l'heure, nous sommes déjà à la manœuvre. On travaille, on prépare, on essaye de concevoir le concept général. Sur le site Centre Info, www.centre-info.fr, vous pouvez déposer vos propositions, vos idées, vos initiatives, bref, tout ce que vous voudriez voir traité dans le cadre de cet événement. C'est de la co-construction comme d'habitude. On est en phase, on va dire, de préparation. En tout cas, vos idées seront toujours les bienvenues et nous vous remercions par avance de votre contribution.
Donc merci, merci Bruno, merci Julie, merci Frédéric à nouveau pour cette participation. Merci. Et au plaisir. Je ne sais pas si c'est toi qui conclus, cher Frédéric. Si tu souhaites. Voilà. Non, moi je voudrais remercier toutes les équipes de Centre Info, aux côtés de Patrice, qui nous ont permis de réaliser cette émission. Valérie Libion, Lisa Mainviel, Soraya Souna, Karim Bangoura, que je salue. Merci beaucoup Bruno Lucas d'avoir été avec Frédéric. nous. C'était un privilège. Merci Julie Gaillot, merci à vous. Merci beaucoup. Merci Patrice. Merci. Et merci à vous d'avoir été là. Merci pour votre contribution et toutes vos questions. À très bientôt avec Centre Info.